609e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. La journée est marquée par une décision ce matin au Conseil des ministres. Nous sommes mercredi quand nous enregistrons. La dissolution décidée par le gouvernement de Génération Identitaire. Nous en avions parlé dans un blog précédent et vous en étiez indigné comme perspective, mais maintenant c'est fait. C'est une histoire incroyable, parce que ce mouvement ne s'est jamais manifesté comme un trublion de la politique, et on ne voit pas ce qui peut provoquer, justifier une décision de ce genre qui n'est même pas équilibrée par une dissolution correspondante à gauche ou à l'extrême gauche. Donc c'est une volonté de rupture de Macron, semble-t-il, quand même, avec l'univers national. Parce que ces jeunes nationalistes, en toute hypothèse, sont sympathiques à l'opinion, je pense, en tous les cas, à celle que je connais. Alors, dans leur histoire, il était question surtout de lancer des alertes, notamment sur la question des frontières, sur la question de l'immigration. Oui, et puis ils l'ont fait d'une manière qui est pacifique, mais démonstrative, avec du monde. Ils ont, notamment dans les Alpes, par exemple, fait des barrages symboliques, en fait, mais qui montraient bien la carence de la politique française en matière d'immigration, où c'est un laxisme absolument total et probablement délibéré. D'ailleurs, dans les commentaires qui avaient accompagné un certain nombre de vos tweets, vous dénonciez le laxisme, alors que certains vous répondaient, dans notre camp, ça n'est pas du laxisme, c'est une politique. Oui, alors si cette politique consiste à faire venir en France de plus en plus d'immigrés, c'est évidemment une politique qui touche directement à l'avenir de la France en tant que nation indépendante. Car c'est comme on voit bien que ces groupes d'immigrés s'organisent dans des quartiers, constituent des entités étrangères qui se refusent justement à la condition élémentaire d'acceptation d'une immigration continue, c'est l'assimilation. Alors si ces gens-là ne veulent pas changer, veulent garder leurs coutumes, leurs traditions et leur allégeance dans le fond, eh bien, ce sont des entités étrangères et qui, par définition, sont menaçantes puisqu'elles ne s'intègrent pas à la nation. Alors, nous allons revenir sur cette question des bandes et des quartiers, mais cette semaine à nouveau, c'est toujours la justice qui est en cause, dissolution de Génération Identitaire, et puis la condamnation à 3 ans de prison ferme, dont 2 ans avec sursis, de Nicolas Sarkozy, pour une soi-disant affaire de trafic d'influence, dont il dit qu'il n'existe aucune preuve, il va s'exprimer, il s'est exprimé déjà, mais tout de même, le rôle du parquet national financier, de l'enquête préliminaire qui aura duré 6 ans dans le secret, obligeant un ancien président de la République à acheter un téléphone pour parler avec son avocat en étant à peu près sûr de ne pas être écouté, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut penser d'une affaire pareille ? C'est une affaire extrêmement douteuse, sans aucun doute. L'attitude du parquet national financier vise la persécution évidente de Sarkozy. Qu'est-ce que Sarkozy a fait qui justifie cette haine active, en quelque sorte, à son endroit? Je ne sais pas, mais il est certain que c'est choquant sur le plan des principes juridiques et sur le plan des principes politiques. On ne voit pas il n'y a pas une seule preuve dans l'accusation qui puisse permettre de justifier la condamnation à la prison ferme contre un ancien président de la République. Il y a quelque chose d'extrêmement choquant et, je dirais, de nuisible à l'image de la France, non seulement en intérieur, mais à l'extérieur. Alors, le parquet national financier, c'est une institution assez récente que vous connaissez un peu, puisqu'elle s'est occupée de vous, généralement en corrélation avec Mediapart et le journal Le Monde, d'ailleurs, dans une suite qui finit par provoquer ensuite ce qu'on appelle l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire étant une manière de faire sans accès pour les avocats de la personne surveillée aux investigations qui, de leur côté, ont tous les pouvoirs. Vous avez subi une très longue enquête préliminaire, c'était l'affaire des assistants, on va peut-être pas creuser ça maintenant, mais
L'enquête préliminaire, vous l'aviez décrite naguère comme étant une procédure néo-stalinienne, en gros. C'est-à-dire quelque chose d'insupportable. Mais c'est sûr que l'institution de ce parquet national financier, de cette organisation en quelque sorte exceptionnelle, c'est une justice d'exception. Et on en voit bien à quoi ça a pu correspondre après l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire de ce socialiste corrompu. Le gouvernement de M. Hollande tente à essayer de créer l'organisme qui peut impliquer des adversaires politiques pour équilibrer en quelque sorte l'attitude de Cahuzac. Et le parquet national financier est un instrument persécutoire, en particulier des nationaux, dont j'ai été moi-même, il faut le dire, victime constante. Il peut arriver que cette justice française s'emboîte avec la justice européenne, et on l'a vu dans votre cas, puisque mise en cause par ce qu'on appelle l'OLAF, c'est-à-dire la police interne du Parlement européen, sur l'utilisation que vous faisiez de vos assistants parlementaires. Et sans aucune preuve. D'ailleurs, on est presque dans la même situation que M. Sarkozy, puisque plus vous apportiez de preuves, plus on vous disait qu'elles ne valaient rien. Oui, mais là aussi, on est en politique d'exception. La création de cette police, dont on ne connaît pas ni les principes, ni les modes de fonctionnement, a quelque chose de profondément choquant sur le plan démocratique. Je veux dire que moi, j'ai été condamné. Le Parlement européen m'a volé 350 000 € sous le prétexte fallacieux comment dirais-je, pas de trop perçu, d'indu, le mot technique, oui. De l'indu de mon principal conseiller, qui était M. Schalck, parlementaire, etc., homme de qualité, de poids. On ne m'a même pas demandé de justifier, d'ailleurs, ce qui était aberrant, mais de justifier de son activité. Elle l'aide elle-même. Je prends comme collaborateur l'un de mes principaux collaborateurs politiques. Alors là, il y a cette condamnation qui est relayée d'ailleurs, alors là, par le PNF, le parti... Le parquet national financier. Le parquet national financier, et je suis été mis en examen par un juge, une jugesse d'ailleurs, qui est Madame Thépeau, une instruction qui dure depuis 5 ans, 6 ans, on ne sait pas, parce que c'est aussi une manière de jouer que de faire traîner les choses dans une optique très discutable de la politique, de la justice. Il y a des hommes politiques qui ont moins de nerfs que d'autres et que ça peut faire craquer, après tout, ce genre de choses. Je pense qu'il y a des gens qui, psychiquement, peuvent être gravement atteints par ce genre de procédé. Et je pense que c'est un des buts de ces offensives, c'est de déstabiliser les adversaires, de les mettre à merci, en quelque sorte, de les obliger à se taire sous la menace d'inculpations toutes, d'ailleurs, diffamatoires, parce que on dit, ah ben oui, mais il y a une présomption d'innocence. Oui, mais cette présomption d'innocence s'articule sur un espace politique et médiatique qui est absolument insultant pour la personne visée. Alors je vais vous parler de 2 enquêtes. L'une plus directement sur votre dernière remarque. Il semblerait que les Français considèrent que les hommes politiques, on ne peut pas leur faire confiance, et que dans le sens inverse, on reproche aux hommes politiques de ne pas faire confiance aux Français. Tout cela sur fond de crise pandémique, etc. Faut-il croire dans les annonces du gouvernement, dans la vertu des vaccins, tel plutôt tel autre, etc. L'esprit public, où est-ce que vous le situez en ce moment? À quel niveau sommes-nous de confiance, de défiance? Nous assistons à une désintégration de l'esprit public. On voit d'ailleurs que les partis politiques pratiquement n'existent plus comme tels, que les fédérations, les organismes traditionnels d'articulation
de la vie politique des partis sont en voie de disparition. Et il y a une espèce d'opportunité extraordinaire, d'ailleurs, pour des mouvements de foule électorale qui permettront peut-être, d'ailleurs, des surprises aux élections présidentielles. Alors, toujours une autre enquête d'opinion, et j'en finirai ensuite par la question des bandes et de ce qui se passe dans les territoires. Il semble que quand on interroge les lycéens et les très jeunes gens, 15 ans, 18 ans, 20 ans, et qu'on leur demande de se situer par rapport au concept de laïcité en fonction de leur origine religieuse ou de leur croyance. Majoritairement au-dessus de 60%, les jeunes qui se décrivent comme catholiques ou areligieux considèrent que la laïcité est un principe respectable. Quand on touche au monde musulman, à travers ces tranches d'âge, ceux qui pensent que la laïcité est quelque chose de positif ne sont plus que 29%. C'est le signe de quoi ? C'est le signe de l'installation dans notre pays de communautés étrangères qui s'écartent de plus en plus de la morale publique, en quelque sorte. Et c'est extrêmement inquiétant, car ils bénéficient d'une homogénéité à la fois religieuse, traditionnelle, comportementale, qui en fait les éléments d'une occupation pacifique préalable, mais qui pourrait flamber à la merci de je ne sais quel incident plus ou moins grave, et on ne peut jamais en écarter la possibilité. Et là, une situation très très inquiétante, dont je ne suis pas sûr que le gouvernement français soit en mesure d'y faire face si elle se produisait. Est-ce qu'il y avait, lorsque vous étiez adolescent, à la Trinité-sur-Mer, une bande de Jean-Marie Le Pen et puis une autre bande qui s'opposait à celle de Jean-Marie Le Pen? Vous avez connu ça? Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, le jeu dans mon adolescence, enfin mon enfance même, c'était on jouait à la petite guerre. Ça s'appelait la petite guerre. C'était le jeu traditionnel des jeunes. Ça n'a été que quand on est entré dans la vraie guerre que ces petites guerres ont été dérisoires en quelque sorte. Mais c'est un mouvement assez naturel et qui n'est pas très choquant quand il n'a pas la dimension et l'agressivité contre les autorités qu'a aujourd'hui le mouvement qui, on peut le dire, qui s'appuie sur l'immigration musulmane. Alors on est passé des bandes assez naturelles de votre jeunesse aux gangs tels qu'on les connaît dans les grandes villes américaines, par exemple. Il n'y a rien de comparable, oui, c'est vrai. Aux États-Unis, il existe des bandes, des guerres de bandes. D'ailleurs, j'avais eu la confidence de la part du directeur de la police de New York, du fait qu'à New York, il y avait des bandes qui s'affrontaient à la mitrailleuse. Mais ça commence en France, là, maintenant. Oui, mais il y a un mimétisme, une influence maléfique des États-Unis, de ce qu'il y a de pire aux États-Unis, sur une situation qui est quand même basée très largement sur les milieux de l'immigration. En l'occurrence, de l'immigration extra-européenne, parce que la France a reçu l'appoint d'immigrés européens qui sont pratiquement toujours intégrés et assimilés, même qu'ils soient polonais, italiens, espagnols. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Ce qui est en train de se constituer dans le pays est une menace inopinée, inconnue, mais gravissime, peut-être plus grave qu'une menace militaire étrangère. Vous pensez toujours, comme il y a 30, 40 ou même 50 ans, que le multiculturel veut dire tôt ou tard le multiconflictuel? Bien sûr, forcément, puisqu'il s'agit de communautés étrangères qui n'abandonnent aucune de leurs prérogatives ni de leurs croyances, qui ne s'assimilent pas, qui se différencient délibérément, quelquefois même par des gestes ostentatoires comme le voile,
qui marque bien l'hostilité, en quelque sorte, de ces communautés à l'égard de la communauté nationale française et constitue une menace que je considère d'une extrême gravité sur la sécurité de notre pays. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.